mesdames, messieurs, vous êtes toujours sur Zana TV, vous suivez Question d'actu. Autour de la diaspora, spéciale diaspora, on venait d'aborder avec vous ce premier aspect lié aux manifestations et maintenant nous rentrons dans un cadre plus ou moins légal. La diaspora a-t-elle des droits, mesdames, messieurs, je ne sais pas. Est-ce que la diaspora congolaise notamment a-t-elle des droits? Quand on entend les autres, on dit souvent les Maliens font beaucoup de choses chez eux, mais les Maliens peuvent voter, les Maliens ont énormément de choses à profiter de leur service consulaire. Est-ce que chez les Congolais, on voit très souvent ce bois et ce vacarme qui souvent empêche les riverains de l'ambassade du Congo à Paris, rue Paul Valéry, de vivre paisiblement parce qu'une délégation a débarqué du Congo pour enrôler les Congolais afin d'établir les passeports. Et là, c'est la catastrophe jusqu'à ce que le président intervienne afin qu'on puisse trouver des meilleures conditions pour établir ces passeports. Et aujourd'hui, il y a encore des milliers de Congolais, ici en France, même partout dans le monde, qui n'ont pas leur passeport, qui ont du mal à se faire établir des actes d'état civil. Mesdames, messieurs, est-ce que la diaspora a encore des droits? Déjà, je vais commencer par vous, avant qu'on entre en France. Du côté de Londres, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous êtes concernés ou encore dont vous devez bénéficier, mais qui ont du mal à se faire, d'autant plus que ça ne concerne personne ou personne ne veut les prendre en compte? Tout d'abord, je veux dire que là, je serai politique. Hein. Allez-y. L'ambassade du Congo, on a un service consulaire qui est tout d'abord géré par un Tunisien, M. Moussa. Donc il y a un problème déjà. Il y a déjà un problème qui est là. C'est un consul honoraire. C'est un consul honoraire. Donc il y a déjà un problème qui est là, qui est géré, non pas par quelqu'un qui connaît très bien les Congolais, mais je ne sais pas par quel mécanisme le gars s'est retrouvé. Enfin, le consulat honoraire, c'est encore autre chose qu'un consul ordinaire. Le consul, voilà, oui. Qui est Mouzou, ça fait je ne sais pas combien de décennies qu'il est là. Donc, les Congolais à Londres, tout d'abord, même les services d'immigration, donc du ministère ne viennent même pas à Londres pour établir des pièces d'identité. Et comment vous faites? Comment on fait? Donc on doit se venir ici à Paris. Donc là, c'est un problème aussi. Pour se faire des pièces d'identité, il faut venir ici à Paris. Le passeport, toutes ces choses-là, c'est à Paris. Là-bas, on ne le fait pas. Il y a eu une fois, ils sont arrivés, mais c'était sous pression. Donc, c'est toujours quand tu connais quelqu'un, moi je dois avoir mon passeport pour venir au pays. Donc on envoie, tonton dit, bon, allez-y là-bas. Quand tu as le passeport, donc les autres, ils sont oubliés. Donc là, le problème de droit se pose. Le problème de droit se pose. C'est ce que je vous dis. Nous, à Londres, on a un problème comme ça. Donc ça se pose. On ne peut même pas aller voter. S'il y a des élections au pays, on ne peut pas voter parce qu'on n'est même pas quantifié. Au niveau du service consulaire. On n'est même pas quantifié. Chez nous, il n'y a pas de cartes consulaires. Les Congolais de la diaspora de Londres. Et vous dépendez de Paris? On dépend de Paris, mais donc le travail ne se fait pas. Le travail ne se fait pas. Ça, on va arriver dans l'aspect politique. C'est l'aspect politique. Donc, au ministère des Affaires étrangères. C'est l'aspect politique. Le travail ne se fait pas. Donc là, nos droits, on ne peut pas les revendiquer en tant que Congolais. Parce que tout d'abord, le pays ne s'occupe pas de nous. Voilà, un pays qui abandonne ses ressortissants, cela justifierait peut-être des manifestations, mais enfin, Arsène Poitiers, de ce côté-là, est-ce qu'aujourd'hui on peut réclamer des droits ou encore la diaspora a-t-elle des droits identifiés ou identifiables qui lui permettent de pouvoir exercer en fait son droit à bénéficier de ses droits, s'il faut faire un peu de tautologie dans ce cas-là? Dans ce cas, voilà, donc là je peux prendre le même bus que Sadio. C'est-à-dire donc d'aller manifester par exemple, voilà un motif pour aller devant l'ambassade, dire nous avons des droits et nous voulons les faire respecter. Les faire respecter. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, à une initiative politique, il est dit qu'à la présidence donc, de la République congolaise, il y a un département des Congolais des étrangers. Ouais. Qui est occupé par Madame qui est géré par Madame Edith Toua. Voilà encore un vrai motif où on va demander à cette femme-là, non pas seulement de venir chercher les compétences de la diaspora, mais c'est de dire aussi, nous avons besoin, nous aspirons à un bien-être, avec ce qu'on appelle une valorisation de ce qui fait de nous des étrangers en France et donc des Congolais de plein droit. C'est-à-dire, nous avons le droit d'avoir, parce qu'on nous prend quand même des, comment ils appellent ça, cartes consulaires, on vous fait payer des cartes consulaires, mais derrière ces cartes consulaires,
qu'est-ce que je bénéficie? Rien du tout. Mais ça, c'est du côté du pouvoir. De l'autre côté, nous-mêmes. Est-ce qu'à ce moment-là aussi, nous, diaspora, ne sommes pas aussi trop passifs, inactifs, pour aller revendiquer aussi? Parce qu'on nous a demandé dans l'histoire de la démocratie, les droits, ça s'arrache. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi une occasion de définir nos besoins, d'aller à l'ambassade avec une délégation, en même temps comment on appelle ça, de se regrouper autour de constituer en fait une délégation qui doit être porte-parole de cette diaspora pour revendiquer ce qui fait que nous soyons bien ou pas, ou que nos droits soient valorisés, connus, mis en amont ou pas. Et puis c'est aussi pour terminer, Sire, c'est l'échec aussi du travail de ce qu'on appelle de la responsabilité du ministère des Affaires étrangères qui ne fait pas aussi son travail. Voilà, le ministère des Affaires étrangères qui ne fait pas son travail, c'est de Kanté. Je sais que là, vous avez tout bu. Normalement, vous prenez le même bus qu'Arsène Poitiers, puisqu'il y a des manifestations utiles, c'est peut-être pour aller revendiquer des droits avérés, notamment pour les actes d'état civil ou autre chose. J'ai plusieurs canaux pour... Allez-y, prenez-les. La première chose, ce pouvoir qui infantilise son peuple, c'est dans plusieurs domaines, hein. Ce n'est pas que pour les droits à voter ou les droits de la diaspora. C'est-à-dire, ce pouvoir, quand on lit les textes congolais, on se dit, mais bon, quel merveilleux texte. Mais dans l'application, on a tendance à mettre des hommes qui font barrière à tout ce qui peut développer le Congo. Quand vous allez voir les indices de développement avec le Doing Business, nous sommes toujours les derniers ou les avant-derniers. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. C'est-à-dire, le droit le plus élémentaire pour un voyageur, pour quelqu'un qui se trouve à l'étranger, c'est quoi? C'est d'avoir ce titre-là. Mais je crois que le problème réside aussi en nous. Je ne peux pas comprendre que le Congolais ne sache pas identifier son problème. J'ai ce droit-là. Nous sommes souvent dans les slogans à dire « l'union fait la force ». Mais moi, j'ai vu quelque chose de merveilleux. La force de l'union a fait partir Blaise Compaoré. Ça, c'est la force de l'union. Parce qu'ils ont dépassé le stade de l'application de l'union fait la force. Chez nous, c'est encore un slogan qui fait qu'on ne peut pas se coaliser autour d'un idéal ou de quelques personnes ou d'un groupe. On se dit, quand celui-ci a une idée, je ne suis pas dedans, je sabote, je le vis en pleinement. On n'adhère pas, on fait tout pour fragiliser l'initiative de l'autre. Comment pourrions-nous, dans ce cas, aller à nos droits? Comment le pourrions? On n'a jamais mis de mécanisme constructif en place pour faire en sorte que nous soyons écoutés. C'est toujours un homme qu'on met là, c'est-à-dire, je vous prends le cas de Okongakala, qui avec la presse ou avec ceux qui demandent des récépissés au pays, hein, qu'on a mis comme procureur de la République, il reçoit tout, avec l'argent qui va avec, il bloque. Moi, ça fait 2 ans, j'ai voulu créer une entreprise de médias. Le 28 juin 2013, j'ai introduit une requête au ministère de la communication, qu'il a acheminé là-bas, c'est resté jusqu'à présent. L'entreprise n'a pas pu être créée. Et c'est pour dire que dans tous les domaines, oui, le Congolais est spolié de ses droits et le Congolais accepte d'être spolié. Parce que l'union ne fait pas la force, l'unité n'existe pas. Bédiel Baouna, on parle d'union qui ne fait pas la force, il manque d'unité. Aujourd'hui, l'exercice de ces droits, est-ce que pour vous, il y a des droits identifiables? Comment est-ce que les manifestations consistant à aller clamer devant l'ambassade serait le meilleur moyen de pouvoir faire respecter ces droits, s'il faut déjà identifier quels sont les droits déjà de la diaspora? Alors, je ne sais pas si on peut vraiment s'éterniser sur ce sujet des droits dont disposerait la diaspora. Je pense, pour ma part, que c'est un problème secondaire. Si problème il y a au niveau de l'ambassade pour les passeports, les actes d'état civil, je crois que cela ne reflète que la réalité locale, à savoir la faillite de l'État, des services de l'administration. Donc si cafouillage, si cacophonie, c'est parce que les services de la fonction publique ne marchent pas, et cela se reflète ici aussi en Europe dans les services consulaires. Mais là n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, le vrai droit que peut réclamer la diaspora congolaise, c'est le droit de vote. Parce que tant que les diasporas congolaises n'auront pas de droit de vote, elles auront beau manifester, toutes leurs actions seront inutiles.
Pour le problème des papiers, moi, personnellement, chaque fois que je suis allé à l'ambassade chercher un papier, je l'ai eu en payant, moyennant 10 euros, 5 euros, 15 euros. Mais le vrai problème, c'est le droit de vote. Je crois que la diaspora congolaise, et je crois que parmi celles qui n'ont pas le droit, les Centrafricains récemment, on a vu, ici à Paris, j'étais à l'ambassade de Centrafrique pour aller couvrir, justement, il y avait une longue queue, ils ont le droit de vote. Les Ivoiriens, les Maliens, mais nous, rien. Alors, donc, si je crois que si les Congolais peuvent concentrer leurs efforts sur ce droit-là, parce que du droit de vote découlera en même temps la visibilité et la puissance. La diaspora congolaise, jusqu'à présent, c'est une puissance culturelle. Ça, je l'accorde. La diaspora congolaise est une puissance économique, voire même sociale, par les actions qu'elle mène, par la Western Union dont vous avez parlé, les gens, pour ne pas citer que Western Union, MoneyGram et tous les autres. Voilà, par de l'aide. Mais sur le plan politique, la diaspora congolaise, elle ne pèse pas. Mais sur le plan culturel, oui, tous les écrivains, les grands écrivains qui honorent le Congo sont à l'extérieur du Congo. Même les musiciens, voilà. Et puis l'économie, voilà aussi. Il y a des Congolais qui essaient de faire quelque chose. Mais là où ça pose problème, c'est sur le droit de vote, sur la politique, justement. Alors, le droit de vote, donc tout reste sur le plan politique. Aujourd'hui, on n'a pas encore vu de manifestations pour aller réclamer le droit de vote, puisqu'aujourd'hui, c'est d'abord des manifestations pour faire partir Sassou, mais est-ce que là, Sadio, il n'y a pas des raisons pour faire en sorte qu'aujourd'hui, comment se fait-il que la diaspora qui veuille peser sur un pays qui ne donne pas le droit de vote, comment se fera-t-il entendre, sinon de damer le pavé et parfois, en face, on est sourd? C'est-à-dire, moi je crois qu'il faut d'abord considérer que dans les manifestations ont pour principe général de défendre les droits des Congolais, de faire en sorte que les libertés démocratiques existent. Donc ça englobe tout cela. Mais je ramène le problème de nous Congolais à quoi? Vous savez, quand j'ai l'avantage d'habiter depuis plus de 30 ans en face d'une école à Brazzaville. Donc dans cette école-là, il y a des votes des Congolais qui se font. Et en dehors des Congolais, c'est des Sénégalais et les Maliens que je vois généralement venir voter là. Mais parce qu'ils ont une structuration sociale tellement extraordinaire et simple et complexe qui consiste à quoi? À très peu de choses. C'est une diaspora qui fait cotiser même ses maçons, ses cireurs et ses domestiques. Quand on investit son centime dans quelque part, on veut en suivre la trace. Mais c'est parce qu'ils ont le droit de vote. Oui, d'accord. Ils ont d'abord une organisation qui les emmenait à faire accepter et respecter leurs droits. Nous, on n'a pas d'organisation du tout. On va arriver maintenant à cette C'est-à-dire qu'on organisation. n'en a pas du tout. Donc lorsqu'on se bat, les slogans que nous mettons là-dedans, c'est pour aussi éveiller les consciences de nos compatriotes. Il y a énormément de choses qui doivent être prises, gérées par le peuple lui-même, c'est-à-dire à commencer par s'organiser en tant que société civile d'abord. Oui. Parce que quand on est une société civile bien implantée, on donne le rythme à ses followers. Voilà, donc allez-y, Bédel Baouna. Sadio, il a été prononcé, je crois que c'est toi qui l'as prononcé, que l'union fait la force. Justement, et qu'est-ce qu'on remarque dans la diaspora congolaise? C'est une diaspora qui reflète la sociologie locale. Elle est fragmentée, elle est émiettée, elle est hétéroclite. Chacun y va avec ses propres intérêts. Dites aux membres du PCT, aux camarades membres du PCT, non, venons, nous allons aller lutter pour le droit de vote. Je crois qu'ils ne viendront pas. Mais c'est justement ça. Qu'est-ce que vous en savez, Bédel Baouna? Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être seront les premiers. Lorsqu'on connaît les failles d'un système, le bon sens aurait veut que le contre-pied soit donné. Aux camarades membres du PCT, je crois que le PCT, le Parti congolais du travail, c'est la première secte du Congo. Elle fonctionne comme une secte. On le sait. Voilà, on le sait, donc capable de le combattre. Comment peut-on faire venir les Zouaves qui sont inféodés dans la lumière? Donc, vous savez, la réalité n'est pas forcément un manichéisme primaire. Voilà. Mais ce n'est pas un affrontement du bien contre le mal. Je ne dis pas ça. Mais les gens qui sont dans les ténèbres, pour les ramener vers la lumière, je crois que là aussi, le combat le plus significatif, c'est celui-là. Comment ramener des gens des ténèbres vers la lumière. Or, aujourd'hui, la diaspora congolaise, elle est fragmentée.
très émetté. Chaque week-end, il y a des manifestations ou des réunions politiques. Même au sein du combat pour la démocratie, pour faire plier Sassou, on a vu un jour de manifestation place de la République. En même temps, à Épinay-sur-Seine, il y avait une réunion, soit des assises nationales. Là-bas, il y a l'UPC. Là-bas, il y a le congrès de sectes. Là-bas, il y a le congrès de bières. Là-bas, tout ça contre Sassou. Non. Non. Je crois que ça ne sert à rien. Il ne faut pas jouer avec la vie des gens. Le temps en France, ici, surtout, nous sommes, c'est de l'argent. Donc, il faut savoir avoir un objectif commun, mettre les égos de côté, se rassembler. C'est toi qui as prononcé la phrase « l'union fait la force ». Oui, Guy Massamba. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pour cela que même le nom de l'UPC, avant que ce soit un parti, c'était un collectif uni pour le Congo. On avait pensé à cela. Quand vous dites que mais je n'ai pas en prononçant le mot UPC, le mot spontanément, j'avais prononcé. Tire la couverture à lui, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Je ne sais pas derrière ce que je suis. Il tend la brèche tendue. La perche tendue, pardon. C'est là où c'était un collectif uni pour le Congo. Donc, le président Paul Mac, on avait eu l'idée de pouvoir mettre ensemble toutes ces énergies, comme vous venez de le dire. Ça, on avait commencé, je crois, 5 ans de cela. Mais ce que je trouve ici, nous les Congolais, ce qu'on dit parfois, on ne sait pas ce qu'on veut. Voilà. Donc le problème se pose là. Le jour qu'on va s'asseoir, chercher et trouver ce qu'on veut, les choses vont marcher. C'est ça le problème de la diaspora. Parce que pour moi, je vois que il doit y avoir une organisation de la diaspora. Mais il y a déjà le département du Congolais de l'étranger. Est-ce que ce département fait son travail? Je me pose la question. Il faut interpeller Dititois, madame Dititois. Je l'ai bien interpellé à Londres. Tu sais, le message, ce n'était pas le message de la diaspora. Elle le sait si elle va suivre ça. Elle le sait. C'était un message politique. C'était pour le non au référendum. C'est là où on a vu cette dame-là. Elle a des bonnes idées. Mais c'est toujours politique. Je l'ai même posé une question. Parce que j'ai un petit à Brazzaville qui avait perdu son boulot. Donc, ce boulot on l'avait donné à un expatrié, un étranger. Parce que lui, on lui proposait, il fallait qu'il puisse accepter une petite somme et que le gars dit non. La dame me dit, mais non, il y a des textes comme ça est là pour protéger les nationaux. Je dis, mais ce n'est pas en application. Donc le problème c'est à nous, diaspora, de s'organiser. Non, moi je ne pense pas que la question est... Enfin, juste, Arsène Poitier voulait dire quelque chose par rapport à l'organisation de la diaspora. On voit une diaspora disparate, en fait, où chacun fait ce qu'il peut, ou par rapport, tire la couverture de son côté. Est-ce qu'aujourd'hui, comment organiser cette diaspora? Puisqu'on parle du département du Congo de l'étranger, Guy Massamba dit que c'est d'abord un message politique qu'autre chose. Or, la diaspora n'est pas que politique. Bédel Baouna parlait de culture tout à l'heure. Il y a quand même de tout dans cette diaspora. Comment l'organiser, ou quelles peuvent être les pistes, en fait, pour faire en sorte que demain, les gens puissent parler d'une seule voix, sans pour autant que ça devienne un bloc monolithique, mais enfin, respecter les diversités, mais avec un objectif commun. Sire, pour répondre à ta question, je vais aller un peu plus, mais je crois que je serai cru. Mon cher Bédel a cité beaucoup plus des partis politiques qui constituent tout simplement le premier fiasco de frein de l'organisation. Mais c'est parce que le Congolais, nous devons d'abord dépasser la notion de l'ego ethnique et régionaliste. Ça, c'est une réalité. Papa nous dit non, les Congolais, non. On est d'abord, on part sur ce qu'on appelle des tendances ethniques et régionalistes. Commencer par dire, bon, qui a eu l'idée? Ah ben non, c'est un Poitiers. Ah, donc tous les villes iront. Ça, c'est une réalité. Maintenant, il faudra qu'on dépasse cette notion-là. En dépassant cette notion-là, c'est-à-dire qu'on peut se réunir n'importe où, que ce soit du Sadio, que ce soit de Mvuba ou encore de Ngakoso, mais qui disent, voilà, mesdames et messieurs, nous avons une idée, on doit se réunir, on va mettre en place une commission, on va rencontrer les responsables ici, ou envoyer un message au chef de l'État, demander qu'on soit reçu par le ministre des Affaires étrangères, et puis voilà les doléances, voilà, et suivre. Souvent au Congo, on a toujours la manie de dire on envoie un document, on attend. Non, les autres disent on envoie le document, on suit. C'est ce qu'on appelle le suivi. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été dit? On a défini, on suit, on corrige ou on avance. Le problème du Congo, de la diaspora congolaise, elle est là.
Le jour qu'on va dépasser cette question-là, oui, on peut dire qu'on peut s'organiser et puis faire beaucoup de choses et avancer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est toujours aller sur cette notion où celui qui ose ou qui a une idée, on dit toujours que non, les premiers qui ont commencé n'ont pas réussi. Oui, les premiers qui ont commencé, ok. Mais en 92, quand on a osé aussi la conférence nationale, ce n'était pas la première tentative de la révolution congolaise. Mais celle-là a marché. Parce qu'à ce moment-là, tous les Congolais se sont dit, allons-y. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire aussi chiche? Là encore, j'invite aussi à tous les leaders de la diaspora qui se croient toujours, parce qu'ils ont été ministres, un ancien ministre et tout le reste, ils pensent que, donc, c'est toujours cette notion de la loyauté. Parce que, donc, il faut que l'idée vienne de lui. Parce qu'il connaît Sassou, parce qu'il a été ministre, parce qu'il a été... Non, Sadio peut avoir une très belle idée. Moi, je peux avoir cette idée. On peut avoir chiche, allons-y, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous avons des droits. Et aujourd'hui, il est difficile, parce qu'on le pense nous, mais nous avons maintenant des enfants qui sont ici. Et il y a un problème qu'on ne va pas régler, c'est que ces enfants-là connaissent-ils le Congo? Comment est-ce qu'ils vont découvrir le Congo? Avec ce droit-là ou ces deux ordres-là? Bonjour le lendemain. Alors, nous, on va d'abord rester aujourd'hui, on va parler au lendemain, on reste là aujourd'hui pour parler. On en parlait de droit, on aussi parle de devoir, puisque du côté de Brazzaville, on exige plus des devoirs à la diaspora que de droits. Puisque aujourd'hui, on dit que c'est la diaspora qui ternit l'image du pays, c'est la diaspora qui insulte les autorités, c'est la diaspora qui, c'est la diaspora qui, c'est la diaspora qui. Alors, est-ce que les devoirs qui sont les nôtres, quels peuvent être les devoirs aujourd'hui de cette diaspora par rapport au pays, en dehors des faits sociaux, on va l'évoquer tout à l'heure, mais déjà, quels peuvent être les devoirs aujourd'hui, puisqu'à côté des droits, il y a des devoirs. Or, d'ici, on réclame des droits, de Brazzaville, on exige des devoirs. Déjà, allez-y, Bédé Baouna. Si vous le permettez, si. Est-ce que cette image est-elle erronée? Est-elle un préjugé ou une idée préconçue qui consiste à dire que cette diaspora, que fait-elle? Je crois que là, vous faites allusion à une chanson qui circule sur Internet dont on m'a parlé hier, puis à un musicien congolais qui a essayé de... Qu'on a déclaré persona non grata ici. Voilà. Bon, mais moi, si vous voulez, je me suis toujours méfié des Congolais de la diaspora qui rentrent au pays dans la perspective d'aller faire de la politique. Ils sont nombreux qui sont rentrés, qui sont aux affaires aujourd'hui. Nous allons remonter le temps. En Oui. 1963, ceux qui ont entouré Massamba Deba, tous, ils revenaient d'Europe. Les Souba, mon papa Ndalagraï, les Noumazalaï, les Matsokota, les Rombessa, les Mberi Martin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait comme première réalisation? C'est de créer une milice. La Géménère. Ils revenaient d'Europe. Peut-être, moi je n'étais pas né à cette époque, donc je n'ai pas connu Massamba Deba. Mais la première des choses qu'ils ont faites, c'est de créer une milice. Lissouba, en 92, 2 mois seulement après son élection, il a été dynamité Mfilou et Diata. Voilà quelqu'un en qui le peuple congolais avait mis tout son espoir, voilà, et en 2 mois seulement qu'il déçoit. Il revenait d'Europe. Mais quand on lit l'histoire du Congo, surtout politique, je crois que ce que j'essaie de faire de temps à autre, quand j'ai un peu de temps, les meilleurs ministres au Congo dans l'histoire, surtout sous Sassou, certes, pour certains, ils ont vécu à l'étranger, mais ils étaient rentrés, ils ont travaillé, ils se sont imprégnés, ils se sont réappropriés leur culture, leur identité. Jusqu'à présent, je crois que le meilleur ministre des Finances qu'on ait connu au Congo, l'un des meilleurs ministres, c'est Edouard Ngakoso. Il a vécu à l'étranger, il est rentré, il a travaillé pendant 15 ans. Jean-Baptiste Tachiloutar, le meilleur ministre de la Culture que le Congo ait connu, il n'est resté que 4 ans. Il a fini au pétrole. Il n'est resté que 4 ans, mais c'est l'un des meilleurs ministres de la Culture que le Congo ait connu, Jean-Baptiste Tachiloutar. Ndjinga Ouba, qui a été ministre de la Santé, ministre de l'Éducation, ministre des Affaires étrangères. Il a été compétent sur tous ces postes. Pierre Nzé, c'est l'un des ministres des Affaires étrangères, sinon le meilleur que le Congo ait connu aussi. Il n'est pas resté longtemps, enfin, il ne venait pas de la diaspora. Alors, nous, actuellement, nous avons des ministres de la diaspora. Lesquels? Puisque vous avez cité certains. Citez-les, puisque... Osebi Henri, il a vécu ici. Mais Mongala Thierry, c'était un Cassandre de l'étranger. Il vouait sa sous-hégémonie. Et maintenant, quand je vois la platitude avec laquelle... la génuflexion. Mais Okemi, bienvenue. Le degré zéro même de la politique. Mais il sort de la diaspora. Donc, moi, je me méfie, depuis tous ces exemples, toutes ces expériences,
me font dire que le Congolais doit se méfier de quelqu'un, voilà, comme qui revient parce qu'il vient de Paris et il apparaît comme un deus ex machina comme ça là, pour figer toutes les solutions à tout. Non, ils ont trahi. Et non, moi, pour l'instant, je me méfie. Alors, donc, d'où la question, on revient à la même question. Oui. À quoi finalement sert la diaspora congolaise? Est-ce que, alors Sadio, je vais être un peu provoque maintenant. Est-ce que la diaspora congolaise, c'est la diaspora la plus bête du monde? Puisque jusque-là, on a vu qu'elle entreprend des choses, qu'elle fait des choses, oui, mais... En termes de prononciation politique, oui. Mais en termes social, non. C'est les politiques. Oui, en termes de prononciation politique, non, il n'y a pas... C'est-à-dire depuis que cette diaspora, elle est restée une force dissuasive. C'est-à-dire quelqu'un qui veut faire de la politique au Congo, il faut qu'il fasse un tour à Paris, que la diaspora valide ou non, après qu'il aille se pavaner à Brazza pour dire je viens de Paris, voilà, on m'a accepté. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire il faut aller dans le fondement des choses. Quand les choses ne sont pas bien assises, sachez que ça s'écroule. Et j'ai constaté une chose, en politique, depuis 37 ans, un seul homme est resté à la mode au Congo. Un seul homme. C'est Sassou. Tous les autres, on en fait des phénomènes, des phénomènes, on s'arrange à les casser, et parce que tout le monde est dans la perspective, surtout aujourd'hui, bon, je deviens neutre, des centristes. Si c'est Sassou qui passe, pour qu'il me fasse un appel du pays. Je fais des appels du pays à tout le monde, quoi. Si c'est la diaspora qui prend le pouvoir demain, pour que je puisse être appelé pour... Non, on ne fait pas... C'est-à-dire, c'est pas sain. Ça ne conduit à rien, ça ne bâtit pas un pays. C'est l'inconstance. Et or, il faut on puisse avoir des gens qui se battent pour ceux qui n'ont pas d'eau, tout simplement, au pays. Ceux qui n'ont pas d'électricité. Ceux qui ne peuvent pas avoir de table-banc pour s'asseoir. Qu'il y ait des gens qui puissent être leur voix pour dire, voilà, dans le pays, économiquement, socialement, culturellement, ça ne va pas. Il faut qu'on se batte pour eux et faire balayer ce régime. Parce que moi, il faut, je vais le dire en lingala, Sassou, il faut à Tambola pour que nous, on puisse respirer. Tant que Sassou et son régime et son clan sont là, c'est-à-dire ce sera le frein au développement dans toute catégorie confondue du Congo. On ne pourra pas avancer. Voilà, Arsène Poitiers, un dernier mot sur cet aspect diaspora. Je pense que nous avons, c'est-à-dire que les droits dans cette situation, on a parlé des devoirs, nous avons des devoirs. Le devoir de la diaspora, c'est aussi d'être aussi l'œil vigilant. Bien que dans une situation où nous savons très bien que la liberté d'expression à l'intérieur du Congo pose quand même problème, nous sommes capables quand même de dire, par exemple, aujourd'hui, la cimenterie de l'OTT, ce sont des Chinois qui travaillent, les Congolais qui sont là n'ont pas de contrat de travail. Ça, à l'intérieur, ils ne peuvent pas le dire. Mais nous sommes aussi ceux-là qui peuvent... Donc le rôle de vigile. Le rôle de vigile, c'est-à-dire que nous demandons des droits, mais nous avons aussi ce devoir-là de dénoncer, de dire, voilà, les hôpitaux ne marchent pas, parce que même si en bas, on dit, les agagaboui, mais quand on le dit, nous ici, parfois aussi ça interpelle, et ils essaient de changer ou encore de fléchir un tout petit peu. Alors, c'est bien que vous abordiez cette partie, puisqu'on va arriver à notre troisième aspect.